Troisième premier. Je pense que d'être passé par Palefrenier, ça a certainement été une bonne école pour moi. J'ai une passion pour ce cheval parce que justement il y a toujours eu cette incertitude. Ouais, mais j'ai dit, mais toi pas plus de pression que tu as, putain. Moi je vis à 200% pour mes chevaux, du matin au soir. Il faut être travailleur et se donner les moyens d'arriver jusqu'au bout. Quand j'étais petite, mon père il a dit « Quand tu fais quelque chose, tu dois aimer. Qu'est-ce que tu fais ?» Oh la Georgette. Il y a peut-être des gars qui sont hyper sûrs de leur équitation, mais c'est jamais gagné d'avance. Ce podcast a reçu le soutien de la marque Hilton Herbs, une marque anglaise qui fabrique des compléments 100% naturels pour animaux à partir de plantes de qualité médicinale humaine. Experte en phytothérapie depuis plus de 30 ans, Hilary Self, la fondatrice, formule tous les compléments fabriqués par Hilton Herbs. Avec le temps, elle a développé une gamme très complète pour les chevaux, les chiens, les chats et même les volatiles. Depuis peu, la gamme Plus a été créée spécialement pour soutenir les chevaux de compétition dans leur effort. Rendez-vous sur www.hiltonherbs.com pour découvrir tous les produits de la marque. Comment savoir si un poulain deviendra un cheval de haut niveau ? Et y a-t-il des étapes à respecter pour y parvenir ? Comment s'organise la carrière d'un cheval destiné au grand sport ? Ces derniers mois, et notamment après Tokyo, plusieurs de nos meilleurs chevaux ont été vendus, souvent très chers, à l'étranger. On pense bien sûr à Berlux ou Urvoso du Roc, ou encore la championne olympique de Bosti, Sydney Une Prince. Plus tôt, il y avait aussi eu Timon d'Or, qui évoluait au meilleur niveau, avec Alexis de Roubaix. Voyons le bon côté des choses. Si nos chevaux s'exportent aussi bien, c'est que la France, son élevage, ses cavaliers, ont d'excellentes compétences pour former et amener les chevaux sur les plus grandes échéances. Notre invité en est l'un des plus beaux exemples. À Rio, il remportait une médaille d'or avec un cheval arrivé dans ses écuries à l'âge de 5 ans, qu'il a commencé à monter en compétition 1 an après, et c'est à 11 ans que Rahotep de Toscane lui a offert le plus beau des titres olympiques. Il s'agit bien évidemment de Philippe Rosier. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. On attaque l'hiver, un peu froid. Je le disais, tu fais figure d'exemple dans la valorisation et la formation des jeunes chevaux vers le très haut niveau, parce que l'histoire avec Rahotep était déjà fabuleuse, comme elle l'a été avec son père, jadis. Et aujourd'hui, ce cycle, eh bien, il se répète avec le Coultre de Muse qui a 10 ans, et puis aussi Nightlight qui a 8 ans, 2 chevaux prometteurs qui sont arrivés chez toi relativement jeunes. Est-ce que ce schéma, c'est un hasard ? Bon, j'imagine que non, mais est-ce que toi, c'est la manière dont tu envisages la préparation vers le haut niveau pour tes chevaux ? Alors la réponse, elle est très simple. Je dirais oui, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas des investisseurs pour acheter des chevaux prêts à Grand Prix tout de suite, et qu'aujourd'hui, et ça l'était déjà avant, mais de plus en plus, ça coûte de plus en plus cher. Et dans tes propos, tu oublies pratiquement toute ma carrière. Là, tu parles de la fin, hein. Je suis au début de la fin, moi. Mais j'ai commencé avec Jiva. Mon premier cheval, il est arrivé ici, il avait 5 ans. Et moi, j'en avais 16 ou 17 quand il est arrivé. Et j'ai fait mes premiers Jeux Olympiques à 20 ans avec ce cheval-là. Donc tout a commencé là. Jiva, arrivé à Bois-le-Roi, moi, 0 expérience, je sortais des juniors. Et pas... parce que j'aurais pas parié ça, ni personne d'ailleurs, je me suis retrouvé aux Jeux de Los Angeles et deuxième la finale Coupe du Monde avec ce cheval-là, qui était un anglo-arabe. Voilà. Et du coup, de toute façon, j'avais pas des propriétaires pour acheter des chevaux de Grand Prix. Et donc après, ce qu'on a fait, c'est que moi, en tout cas, depuis toujours, et je l'ai dit encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'essaie d'avoir 2 chevaux de chaque génération tout le temps, qui est une chose assez simple à faire. Mais quand tu as ce cycle qui est... Alors le plus dur, c'est d'avoir les chevaux de tête, si tu veux, c'est pas d'avoir le bon jeune. Parce que ce que j'ai expliqué l'autre jour, c'est quand tu as un bon jeune, tu es pressé. Moi, si j'ai un crack de 7 ans ou 8 ans, je regarde les autres à la télévision et je me dis, oh là là, et je vais aller 1 an plus vite que la normale. À 8 ans, je vais déjà commencer à sauter les 1m50 ou des choses comme ça. C'est ce qu'on voit qui arrive de temps en temps avec pas mal de cavaliers. Mais après, c'est chacun son choix. Moi, je ne juge pas. Hein. Moi, c'est ma méthode, c'est la mienne. Voilà, c'est tout. Je ne juge pas ceux qui sautent avec des chevaux de 8 ans, les 1m50. C'est leur problème, c'est leurs chevaux. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais j'essaye de faire ça depuis toujours. Et pour l'instant, c'est ce qui marche depuis 35 ans avec tous mes propriétaires, parce que j'ai quand même fait 5 Jeux Olympiques avec 5 chevaux qui sont arrivés à peu près dans le même système. Le seul qui avait été acheté, qui avait déjà fait des Grands Prix avec Thierry Pommel, c'est un cheval qui s'appelait Rocco,
il s'appelait Rocco Baïco, parce que c'était mon sponsor Baïco qui avait acheté le cheval, et un cheval qui avait déjà sauté un peu des Grands Prix 1m50, mais c'est un des rares avec lequel je suis vice-champion du monde avec à La Haye, et c'est un des rares chevals. Et l'histoire est un peu drôle, parce qu'au départ, il n'était pas pour moi. Mon père était entraîneur de l'Italie et avait fait acheter ce cheval-là à un propriétaire italien pour un cavalier italien. Et le cavalier ne s'entendait pas avec. Et le cheval était revenu à Bolleroy et mon père m'a dit bah, tiens, prends Rocco, monte-le. De toute façon, l'objectif, c'est de le revendre parce que le cheval ne s'entend pas avec le cavalier italien. Et puis de fil en aiguille, le cheval allait très bien et le cheval a été racheté par la société Baïco à l'époque. Voilà. Mais c'est un des rares que j'ai pas eu à 5 ans ou 6 ans. Voilà. Après, il y en a eu plein. Je peux citer beaucoup, enfin pratiquement tous les chevaux de ma carrière. Les Diane du Landais, Héritière d'Adrier, Jadis a été acheté au Vent de Fens à 3 ans, Héritière aussi. Voilà. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de l'actu de ces derniers jours. On connaît désormais la liste des cavaliers qualifiés pour le top 10 de Genève et il y aura un Français, Kevin Stott, qui profite un peu d'une étourderie de Marlon Modolo Zanotelli, le Brésilien, qui n'est pas inscrit à l'IJRC, c'est l'International Jumping Rider Club. C'est une obligation pour disputer cette épreuve. On doit être membre depuis 2 ans, c'est un peu bête. Mais, ça a augmenté, avant c'était 1 an. Bon. Jessica Curtin s'était fait avoir, je crois, si ma mémoire est bonne. Est-ce que tu as un favori pour cette année? Moi je dis Scott Brash, et Ben Maher aussi, les deux. Péder. Ouais, aussi. Mais sinon, on va dire les 10. Ouais, mais ouais, je suis plus sur les Anglais, moi. C'est la reprise des tournées à Oliva, Villamoura et puis très vite Wellington. Toi, quel va être ton programme cet hiver? Écoute, pour l'instant, pour être très franc, j'ai pas de programme parce que j'ai demandé pratiquement tous les 5 étoiles de fin d'année en indoor et pour l'instant, j'arrive pas à avoir ni de sélection ni de place. Le Coultre a très bien sauté à l'extérieur. Grimaud est classé dans les Grands Prix 5 étoiles en étant sans faute et tout. Très bien à Lyon aussi. Bah à Lyon, oui, mais j'ai fait les petites. À Lyon, j'avais pas, on m'a pas autorisé à sauter les grosses parce que j'étais pas sélectionné. Alors après, on l'interprète comme on veut, mais on m'a dit tu peux y aller, mais tu peux sauter que les petites épreuves. Vu que mon sponsor, la laiterie de Montaigu, est partenaire de Lyon, M. Baillet avait envie que le cheval aille là-bas. Bon, j'y suis allé. Et on était plusieurs cavaliers dans ce cas-là, et d'autres ont préféré pas venir pour sauter ces 2 épreuves-là. Donc moi, je me suis dit, ça fait une expérience pour le cheval pour sauter en indoor, parce que le cheval n'a pas beaucoup sauté en indoor, donc j'ai fait les 2 épreuves en indoor, ce qui était intéressant quand même, je ne dis pas que c'était pas intéressant du tout, au contraire, et puis j'ai demandé pour essayer d'aller faire au moins un 5 étoiles avant la fin de l'année en indoor, mais pour l'instant on n'y arrive pas. Alors, on va revenir sur la formation des jeunes vers le haut niveau. Dans ton système, tu parlais de la laiterie Montaigu et de la famille Baillet. La place des partenaires, elle est évidemment centrale. Cette famille Baillet, elle t'accompagne depuis des dizaines d'années, depuis toujours. Trentaine d'années. Sans eux, est-ce que tout ça, ce serait possible ou est-ce que ce serait totalement différent ? Si c'était pas eux, j'aurais essayé de trouver quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, c'est le nerf de la guerre de tous les cavaliers, d'avoir des partenaires, des sponsors. Voilà, de toute façon, on ne peut pas fonctionner tout seul, ou c'est que nos parents sont très riches, ce qui n'est pas mon cas. Et puis, moi, je me suis mis à mon compte très tôt, à 18 ans. Mon père ne m'achetait pas de chevaux, et de toute façon, il n'en a jamais acheté. C'était pas la philosophie... Non, mais mon père n'a pas d'argent, de toute façon, donc on fonctionne comme on peut. Comme aujourd'hui, quand même, 60%, je dirais 70% des cavaliers français, on se débrouille. Voilà. Après, moi, j'ai été éduqué comme ça, il n'y a rien qui arrivait. Je dis, mon cheval des Jeux Olympiques, c'est Jiva, il a été acheté 20 000 francs à l'époque, ce qui était toujours pas mal d'argent, qui est arrivé là, et puis de fil en aiguille, et puis d'autres. Voilà, c'est des chevaux arrivés jeunes, et puis comme tu disais tout à l'heure aussi, nos chevaux sont très prisés, mais il n'y a aujourd'hui que 4 élevages au monde, si tu veux, qui fournissent toute la planète. C'est-à-dire que tu as l'Allemagne, la Hollande, la France et la Belgique, pour moi. C'est les 4 pays où aujourd'hui viennent se fournir les Américains, les pays asiatiques, les pays arabes, ils n'ont pas d'élevage. Donc voilà, après tu as affaire quand même à des gens qui ont des pouvoirs d'achat énormes et que quand on te met un chèque sur la table, voire en blanc de temps en temps, tu dis j'ai pas le choix. Je veux dire, à un moment ou à un autre, c'est le choix du propriétaire, pas que du cavalier, et en tout cas des deux. Ça a été le cas en tout cas de Nicolas Delmotte. Son choix n'était pas à vendre. Il n'était pas à vendre. Celui de Simon, je sais pas, mais celui de Nicolas n'était pas à vendre. C'est qu'à un moment ou à un autre, on m'a dit si, on va te donner tant d'argent. Il dit oui, ok. Et voilà, ça s'appelle du business quand même à la fin, qu'il ne faut pas être stupide non plus. Le cheval rentrer dans un âge, il est hongre. Et après, quand tu as un étalon, un crack, tu te dis peut-être en le gardant, on vendra des saillies éventuellement. Et encore, il n'y a pas tant que ça qui gagnent vraiment leur vie aujourd'hui en vendant des saillies.
Voilà, donc après c'est un choix avec tes partenaires. Je veux dire, ce ne sera pas le dernier, ce n'est pas le premier qui est vendu. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à les garder pour les grandes échéances. Parce qu'aujourd'hui, le problème, si tu veux, c'est de se dire, il faut se projeter, on a les championnats du monde l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir pour faire un championnat du monde comme chevaux, parce que les cavaliers, on les a. Hein. Qu'est-ce qu'on aura pour les championnats d'Europe l'année d'après, et qu'est-ce qu'on aura pour les Jeux Olympiques de Paris? Parce que tout le monde parle que de ça, des Jeux Olympiques de Paris. Mais il y a quand même d'autres étapes avant. Mais il y a encore 2 années de compétition à faire, de préparation, et là, moi, je pense qu'on est dans un creux, et on est dans un cycle. Ça avait déjà été plus ou moins annoncé après les Jeux de Rio en disant attention, on rentre dans un nouveau cycle de chevaux, on va passer à autre chose, il faut fabriquer des chevaux, préparer des chevaux. Voilà. Donc là aujourd'hui, alors ça reste un travail individuel de chaque cavalier. Hein. C'est moi ce que je dis, hein, c'est pas l'entraîneur, c'est pas la fédération qui me paye nos factures et qui vont nous trouver des chevaux 5 étoiles demain. C'est pas leur job. Le job de la fédération aujourd'hui, c'est de fédérer, c'est de dynamiser, si tu veux, les propriétaires, les investisseurs, les partenaires pour essayer de faire ce qu'on a fait à Rio. Parce qu'à Rio, il y avait 5 cavaliers avec 5 chevaux. Et voilà, je veux dire, qui étaient tous bons. Je veux dire, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu prends 5 individualités qui sont au top. Puis là, tu te dis, j'ai la meilleure équipe, j'ai une des meilleures équipes au monde. Mais dans tous les pays. Et quand on n'a pas 5... Et quand on n'a pas 2, quand on n'a pas 3, quand on n'a pas 1, ben là, tu te dis là, on est très très mal. Alors toi, aujourd'hui, tu as 2 très très bons chevaux dans tes écuries. Il y a Nightlight et puis Le Coultre, qui est un vrai phénomène. Un fils de Presley Boy que tu as découvert lors d'un stage, si je ne me trompe pas, aux écuries d'Écosine, chez Christophe. Chez Christophe Hameux. Ouais. Pareil, il avait 6 ans. 6 ans. Ouais. Et tu l'as pas monté. Non. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Est-ce qu'il était vraiment unique? Je peux te dire, il n'y avait rien d'unique parce que je l'ai vu sur 1m20 pendant 2 jours de stage. Donc il n'y avait rien d'unique. Mais si tu veux, après, ça ne s'explique pas. Je pense que j'ai la chance d'avoir un bon coup d'œil. Voilà, mais ça ne s'explique pas. À force, tu as des gens, des cavaliers qui disent, moi je suis incapable de trouver un cheval, alors que c'est des champions du monde et qui ne savent pas faire. Et tu prends un gars comme Slutak, il a toujours dit toute sa vie, il dit, moi je ne sais pas acheter un cheval. Les monter, ça, je sais faire. Mais avant, il travaillait pour Paul Schockmull qui s'occupait de tout. Et qui disait tu prends celui-là, et le gars est champion du monde, champion olympique, bah, tout ce que tu veux. Et c'est pas le seul. Si tu veux, cet exemple-là. Après, quand tu as la chance d'avoir un bon coup d'œil, comme Paul Schockmull pour lui perso, ou Yann Tops pour lui perso, qui le jour où ils descendent de cheval reste des grands marchands, mais un grand marchand, c'est quelqu'un qui trouve les bons chevaux et qui a un bon coup d'œil. C'est pas dur d'être marchand, mais de trouver des bons chevaux et de les vendre, ça c'est très dur. Si tu veux. Donc je pense, à force, parce que bon, quand même, ça fait un moment que ça dure, et que j'arrive toujours à dégoter des chevaux à droite à gauche, comme Nightlight. Je l'avais jamais vu, Nightlight, je ne connaissais pas. C'est un monsieur qui me téléphone et qui me dit, Monsieur Rosier, je vais vous confier un cheval pour le vendre. Ok, monsieur, il m'envoie une vidéo, je dis, ouais, elle est pas mal. J'étais en Bretagne, je l'ai vu, je dis, ouais, je fais 4 sauts, je dis, ouais, vous me le laissez, ça va aller. Et puis du coup, j'ai racheté la moitié du cheval 1 mois après, parce que je me dis, je vais placer un peu d'argent de côté pour... voilà, pour moi c'est un placement, hein, c'est de les mettre à la banque. Et puis le Coultre, je l'ai vu pendant 2-3 jours. Et puis je dis, l'histoire est drôle, le Coultre, parce que je dis à Christophe, il est à vendre combien ce cheval? Il me dit, il n'est pas à vendre. Je dis, fous de moi, quoi, t'es marchand de chevaux. L'écurie d'Écosine. Tous les chevaux sont à vendre. Non, mais l'écurie d'Écosine en Belgique, c'est une écurie de commerce. Donc je dis, mais attends, explique-moi, je comprends pas. Et il m'explique, il me dit, écoute, j'ai la moitié avec monsieur de Brabandeur, comme par hasard, hein, qui est aujourd'hui pour moi le meilleur éleveur au monde. Il me dit pour l'instant on veut le garder un petit peu, peut-être vendre un peu de saillie, et puis lui est pas trop vendeur du cheval. Donc, il me dit si un jour il se passe quelque chose, j'ai dit tu me dis. Et en plus il n'avait pas de pilote dans ses écuries, le cheval prenait prenait 7 ans. J'ai dit Christophe, moi tu me l'amènes, hein. Moi je le prends. Hein. J'ai pas monté dessus, je l'ai vu juste comme ça. J'ai dit écoute moi j'adore. En plus j'aimais beaucoup l'origine Presley Boy, j'adorais le père. Le look, tout allait bien, mais Christophe il me dit bon, je te. Puis à Concours de Lyon, je le croise 3-4 mois après, peut-être plus, 5 mois. Puis je dis le gris là, tu l'as toujours? Il me dit ouais, il est à moi entièrement maintenant. Je dis je peux venir l'essayer. Il me dit ouais, tu peux venir. Et je dis à M. Baillet, il faut aller, parce que M. Baillet est très ami avec Christophe. Je dis il y a un cheval chez Christophe, il faut aller le voir. Il me dit ah bon, je dis ouais, il faut aller voir ce cheval-là. Moi je l'ai vu pas gros, parce que je n'ai rien vu du tout. Après. Je dis, je sais pas, il y a un cheval, il faut aller voir. Et quand tu montes dessus, la première sensation, c'est... 4 sauts, 1 mètre.
Et on le sent dans quoi ça? Dans la locomotion, Ouais, l'attitude tout. Alors moi j'ai monté, c'est pareil, tu vois, avec l'expérience, tout ça, j'ai monté tellement de chevaux dans ma vie, si tu veux, que j'arrive à aller un peu plus vite, si tu veux. Tu as des cavaliers qui ont besoin de sauter beaucoup, très gros, pour aller au bout des moyens et tout. Je le fais très rarement, c'est rare que je saute très gros pour essayer les chevaux. Comme Corsini qu'on vient d'acheter, j'ai fait 10 sauts, 15 sauts. Le monsieur me dit, vous l'aimez pas? Je dis, si, je l'aime. Bah, vous sautez pas plus gros? Non. Ça suffit. Ça me va. J'ai vu des vidéos en concours. Par contre, il me faut des vidéos en concours. Si j'ai pas vu une vidéo en concours, je touche pas. Un cheval que j'ai pas vu en épreuve, je peux l'essayer, sauter en haut du chandelier, me dire, c'est avoir un sentiment terrible. Ça, et pareil pour l'inverse, tu as des chevaux à la maison. J'ai tellement d'expérience de chevaux à la maison qui montrent rien. J'ai eu la chance de sauter avec Quickly à la maison sur 1m30. Et puis dès que tu mets 1m40, le turbo se met en route. Raotep, il était épouvantable. Raotep, tu l'aurais fait essayer à n'importe qui à la maison, il n'aurait pas acheté. Parce que c'est des chevaux de piste. Et t'en as d'autres, c'est des champions du monde à la maison, et à la piste, il n'y a plus personne. C'est souvent là. Oui, mais c'est ça qu'il faut arriver à... C'est pour ça que moi, un cheval que j'ai pas vu en piste, je ne veux pas y toucher. Même s'il fait un mauvais parcours en piste, je veux voir le comportement, parce qu'il peut être mal monté, il peut être pas dans les meilleures conditions, si tu veux, parce qu'on peut passer à côté d'un bon cheval, si tu veux, sur une vidéo aussi, en disant, bon, j'aime pas, puis tu vois, donc ça, c'est pas une science exacte, mais je vois le comportement. Et pour la petite anecdote, si tu veux, de Lecoultre, faut pas oublier qu'il y a Éric Lamaze qui a les écuries sur place, et qui a le cheval devant le nez depuis 1 an. Mais qu'il l'a jamais regardé plus que ça. Non, et qui a même pas mis les fesses dessus. Ça aurait duré 3 minutes. Éric Lamaze aurait dit à Christophe, tiens, je montais dessus, faire 4 sauts, il n'y avait pas de problème. Donc tu vois, il y a un moment, il y a des choses... Moi, je suis assez fataliste sur beaucoup de choses, mais je me dis, c'est quand même fou. Tu as Éric Lamaze qui a le cheval devant le nez, dans la carrière, tous là. Et qui est quand même pas aveugle. Ah, loin de là, non. Donc je veux dire, voilà, des fois on dit, ouais, mais attends, alors après quand tu parlais de tout le monde l'avait vu, tout le monde savait qu'il sautait bien, tout le monde dit, ah ouais, je l'avais déjà demandé, je l'avais vu, oui, ok, il n'y a pas de problème. Mais voilà, et puis moi j'ai passé aussi à côté d'autres chevaux, hein. Moi aussi j'en ai eu que je n'ai pas vu. Hein. Alors avec Lecoultre, tu as commencé la compétition, il avait 7 ans. Sur les épreuves des jeunes chevaux, est-ce qu'il y a des paliers de difficulté qu'on passe avec un cheval pour atteindre le très haut niveau? Est-ce qu'à 7 ans, il doit sauter telle épreuve, ou est-ce que c'est une bêtise de penser comme ça? Est-ce qu'à 8 ans, il doit sauter, tout à l'heure tu disais certains sautent 1m50 avec des chevaux de 8 ans, est-ce que ça c'est une bêtise? Non, je pense que c'est à la carte. Il n'y a pas de méthode, pour moi la seule méthode, si tu veux des jeunes chevaux, c'est d'être patient quand même. C'est la patience, c'est ça le plus dur, hein, quand tu es cavalier. Et surtout quand on a un vraiment bon. Un normal, bon, tu vois, tu es plus patient, tu prends ton temps, le bon, tout le monde le regarde, il faut qu'il soit sans faute à chaque fois, parce que dès qu'il fait 4 points, on dit oh là là, il est déçu aujourd'hui, parce que tout le monde le regarde celui-là. L'autre, et puis à la fin, ça peut être l'autre qui va être devant. Moi, ça a été quand même le cas de Raotep. Raotep, jusqu'à 8 ans, il n'existait pas. Hein. Aujourd'hui, on parle Lecoultre déjà 7 ans, j'ai eu Lauterbach qui était un phénomène, 6 ans, 7 ans, tout le monde... Je crois que c'est vrai aussi pour d'autres chevaux comme Berlux qui faisait des épreuves amateurs avec son ancienne propriétaire. Bien sûr. Tu peux citer plein d'autres chevaux. Mais à la fin, ces chevaux-là, il faut qu'ils tombent au bon endroit avec la bonne personne. C'est comme les gens, ça. Si tu es au bon endroit à un bon moment, ça t'ouvre des portes que tu te dis, merde, si à un quart d'heure près, tu n'étais pas là, ça n'aurait pas marché. On a tous ces expériences-là, humainement, si tu veux. Les chevaux, c'est pareil. C'est qu'à un moment, il a croisé la bonne personne. Ryan, il a croisé Simon, il était chez Lamaze, Ryan, faut pas oublier. Hein. Voilà, moi, Ito du Château, je l'ai eu une journée ici. J'ai revendu, il est arrivé le matin, il était revendu le soir. Si j'avais su que c'était Ito du Château, je te dis qu'il serait pas reparti le soir. Hein. Et c'est un cheval que t'as pas eu envie le jour où il est venu chez toi, que t'as pas eu envie d'essayer? C'est Michel Écart qui est venu, j'avais vu le cheval à Fontainebleau, si tu veux, à Fontainebleau dans les jeunes chevaux. Je bloque le cheval, je dis au gars, okay, tu me l'amènes lundi. Je partais à Bourg-en-Bresse, directement du concours. Je dis au gars, tu me l'amènes le lundi, tu m'amènes le cheval lundi, je l'essaye, si c'est ok, c'est vrai. Le cheval il sautait super bien. Il me dit ok, pas de problème, Philippe. Et à Bourg-en-Bresse, je parle avec Michel Écart, on parle de choses et d'autres, comme avec d'autres cavaliers. Je dis tiens, on m'en avait parlé de ce cheval-là et tout. Et lui, à cette époque-là, il montait Canan et Quilano, qui étaient 2 chevaux d'1m70-12 au garrot. L'autre qui arrive, qui fait 1m50, je sais pas combien. Et je dis à Michel, il est petit, il est petit quand même, hein, et c'est pas ce que tu vas aimer. Ouais, mais bon, je passe. Et je me souviens même, il partait un concours à Moscou. Il me dit, bah écoute, je passe à Paris, je passe voir le cheval lundi. Je dis quoi, si tu veux, de toute façon, moi je l'ai acheté, c'est pour le revendre. C'était Ito. Et Michel, et le gars arrive le matin, son cavalier, et je lui dis, écoute, il y a Michel Écart qui est là. Il essaie, de toute façon, si la visite est bonne, il est vendu. De toute façon, moi je l'achète, c'est sûr. Maintenant, il y a Michel Écart qui est là, il veut l'essayer.
Le gars il me dit, écoute, pas de problème Philippe, moi, de toute façon, moi je te le vends à toi, voilà. Et Michel a essayé le cheval. Je rentre dans le box, il me dit oula. Je dis, je t'avais prévenu qu'il était petit. Hein. Et il a sauté, il était avec sa femme. Une heure après, il m'a dit, moi j'achète le cheval, pas de problème. Voilà. Ça s'est passé, c'est pas plus compliqué que ça. Je l'ai vendu, que je l'avais pas acheté. Enfin, je l'avais pas payé, en tout cas. Donc voilà, et c'était Ito du Château. Et si j'avais su, et monsieur BM plusieurs fois m'a dit, bah, pourquoi moi mais attendez, je savais pas moi. Voilà, c'est comme ça. Si je savais tout, à gagner beaucoup plus, je serais beaucoup plus riche. Et voilà, mais ça marche pas comme ça les chevaux. Alors comme tu disais, avant Paris 2024, qui est dans un peu plus de 2 ans, il y aura les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et même si chaque cheval est unique et doit avoir son propre rythme, est-ce qu'il y aura pour un cheval comme le Coultre des passages obligés, on va dire, comme des Coupes des Nations, un Aix-la-Chapelle est-ce qu'avant de disputer un grand championnat, il faut... C'est pas moi qu'il faut poser la question, parce que je suis parti à Rio en n'ayant pas fait une combinaison depuis 10 ans. J'ai fait juste Aix-la-Chapelle dernière minute. Aix-la-Chapelle, oui. Donc je suis le mauvais exemple. Ouais, mais tu avais fait un bon Aix-la-Chapelle. 4 points sans faute, Non, j'étais sélectionné. Oui, mais j'étais sélectionné pour Rio avant Aix-la-Chapelle. Ouais. Moi, on m'a appelé le lundi, je partais pour Aix-la-Chapelle en individuel. J'étais la réserve d'Aix-la-Chapelle. Et la DTN m'a appelé en voiture en me disant, Philippe, est-ce que tu acceptes d'être le 5e à Rio ? Donc voilà, et je suis arrivé à Aix-la-Chapelle où Philippe Gardin me dit, bon, bah, peut-être ça serait bien que tu fasses la coupe. Bah, j'y serais peut-être temps. J'en ai pas fait depuis 10 ans. La dernière que j'avais faite, c'était en 2000, si tu veux. Donc, et je les avais fait assez chier comme ça toute la saison, en disant, je voudrais faire une coupe, mais bon, ça ne passait pas. Et je me suis dit à la fin, bon, bah, ça ne va pas marcher. Et puis voilà, l'histoire, vous la connaissez par cœur, on ne va pas la refaire. Et donc, je ne suis pas un bon exemple. Je ne suis pas un bon exemple du gars qu'il faut absolument faire des coupes qu'on veut voir, comme certains qu'on a vu encore cette année, certains cavaliers qu'il faut qu'ils prouvent. Voilà, si tu veux. Alors moi, on me disait toujours, mais t'as l'expérience. Mais d'accord, mais l'expérience ne suffit pas pour moi. Il faut te mettre en situation. Et j'avais besoin de faire cette Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle pour voir où j'en étais, moi personnellement déjà. Mon cheval, personne n'en doutait, puisque de toute façon, on me l'a sélectionné. Donc c'était pas mon choix à la fin de me dire d'aller à Rio, c'était le choix de l'entraîneur. J'étais 2e du Grand Prix de Noc, j'étais 3e du Global à Chantilly. Enfin, les résultats ils étaient là, donc ça c'était pas le problème. Après, moi j'avais besoin de faire une coupe. Coup de bol, j'ai fait avec Kevin, Pénélope et Bosti. Ouais, ça roule. Le coup de chance, si tu veux, de la répète avant les Jeux sans vouloir le faire. Hein. C'était pas prévu du tout, hein, parce que c'était Simon qui était dans l'équipe, si tu veux, et que Simon était là-bas. Et lui jouait, si tu veux, la Rolex, le Grand Slam, si tu veux. Donc il avait amené le cheval surtout pour le Grand Prix. Et puis voilà. Et puis je me retrouve en équipe, si tu veux, avec Kevin, Pénélope et Bosti, qui nous a fait la répète. Petite warm-up avant les. Ouais, mais tant mieux, parce que moi j'avais besoin, et en plus la faire avec eux. Donc j'avais fait ma bonne répétition, si tu veux, ensemble. On avait fait vraiment une bonne répétition, sans vouloir. Hein, c'était pas organisé comme ça. Aucun montait un cheval des Jeux. Il y avait que moi qui avait mon cheval des Jeux. Et on finit 2e de la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle, rien du tout. Donc voilà, ça c'était cool. Maintenant, le refaire, j'aimerais plutôt en faire une ou deux avant, si tu veux. Mais d'un autre côté, regarde Simon, il est arrivé la même chose à Rio. Il a pas fait une Coupe des Nations avec son cheval. Dernière minute, on l'envoie au jeu avec Berlux, si tu veux. Il est dans l'équipe, il rentre dans l'équipe. Il fait un tour machin, parce que Simon a l'expérience, parce qu'il a préparé son truc comme moi j'avais préparé à l'époque, qu'il avait son plan dans sa tête, qu'il avait amené son truc, si tu veux. Moi, quand il m'avait dit, on était à Monaco, je montais pas, j'entraînais les jeunes, et on prend le petit-déj ensemble, et il me dit, je vais au jeu avec le choix, je vais faire l'équipe. Mais j'ai dit, t'as pas fait de coupe? Non, lui, ça va aller, c'est bon, machin. Bon, ok. Et puis voilà, je dis, mais tu veux pas faire une coupe avec ton cheval avant? Non, je monte en puissance, il sera prêt, j'espère en tout cas, parce qu'on espère tous, hein. C'est pas parce que tu le décides que ça va marcher. Donc voilà, donc tu as un deuxième exemple, si tu veux, d'un cavalier. Mais bon, Simon, c'est ses 3e Jeux Olympiques. Il commence à savoir. Tu veux, il sait à peu près où il va. Tu ne veux pas aller au suicide non plus. Moi, si tu l'enverras ni lui ni moi au suicide, on n'est pas, ça sert à rien, parce que si c'est pour en prendre plein le nez dans la piste et plein le nez à la sortie par les médias, c'est pas. Ce qui s'est passé avec Pénélope, ça va vite. Hein. Tu peux être en haut comme en bas en 3 minutes, montre en main. Donc quand tu le sais, tu es moins surpris, mais voilà.
Et au quotidien, on a réalisé il n'y a pas longtemps une masterclass avec Eugénie Angot qui nous rappelait l'importance de ne pas trop sauter, que chaque saut avec chaque cheval était utile. Avec un jeune cheval, j'imagine que c'est d'autant plus important. Comment on s'organise au quotidien? Est-ce qu'on limite, on se donne un nombre de parcours qu'on doit faire par an? Est-ce qu'on saute plusieurs fois par semaine? Est-ce qu'on le préserve? Comment toi tu fais en tout cas? Si tu veux, pour moi, t'as deux... sauter, c'est deux choses différentes. T'as sauter pour sauter des barres et mettre sur la hauteur, et sauter pour désensibiliser. Moi, je désensibilise. C'est-à-dire que je ne vais pas sauter pour voir ce qu'il a dans la caisse, si tu veux, systématiquement. Par contre, il faut les désensibiliser, les jeunes chevaux. Moi, je trouve que c'est un peu ce que je reproche. C'est pour ça qu'à la maison, je mets toujours des conneries, des couleurs, des rouges, des verts, des jaunes, des bidets, des machins. Tu dois désensibiliser les chevaux, à un moment ou à un autre, parce qu'en piste, qu'est-ce qui te fait faire une faute? C'est le soubassement en dessous, c'est le truc qui est en dessous, parce que les chefs de piste te mettent des parcours pour que le cheval se déconcentre sur la barre du haut. C'est-à-dire, c'est pas plus compliqué que ça à la fin quand tu réfléchis. Pourquoi on a inventé les soubassements, les haies, les rivières, les bidets, les machins? Tout ça, c'est pour jouer à Fontainebleau à la finale des 7 ans. Ils ont sorti le mur le dimanche à la finale, tout le monde criait au scandale. Putain, si on peut pas sortir un mur à la finale. Alors c'est vrai qu'il était pas. Il était moche. Il était pas terrible. Mais je veux dire, tu vas à l'étranger. Même pas. Donc, si tu veux, et moi, mes 7 ans, ils avaient sauté beaucoup d'internationaux. Donc, ils étaient prêts, ils y avaient mais pas moi, de surprise je me suis. J'aurais pu. Je sais pas monter en me disant. J'ai monté en me disant, bon, fais gaffe quand même, comme tout le monde, je me crois pas plus malin que les autres. Hein. Je veux dire, mais j'étais moins inquiet que certains qui arrivaient à rentrer. Plutôt, tu les voyais rentrer en piste. Hein, les gars, ils rentraient au grand galop, c'est le dimanche à la finale, et ils leur mettaient le nez sur le mur, tu te dis, c'est mort, si tu veux. Et voilà. Moi, si j'ai peur d'un truc, si tu me mets le nez dessus, j'ai encore plus peur. Hein. C'est vrai que les étrangers, ils ont souvent des très jeunes chevaux en Grand Prix. On voit de plus en plus de chevaux de 9 ans sur des Grands Prix Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Oui, mais on n'a pas le choix. C'est la consommation aujourd'hui. Moi, je pense que c'est tôt. Mais aujourd'hui, de toute façon, si tu fais pas ça, aujourd'hui, il faut des chevaux, il faut tourner, les gars. Aujourd'hui, moi, ce qui m'agace le plus, c'est cette saleté de ranking, si tu veux, qui rend tout le monde fou. Alors, la ranking, t'entends même plus d'argent. Plus j'ai gagné une épreuve. L'épreuve, c'est une épreuve à 20 ou 25 000 euros. C'est une ranking. C'est une ranking. Oh là là, c'est une ranking. En plus, qualif pour le Grand Prix. Là, entre les qualifs et les rankings, je te dis que les chevaux, on leur demande pas leur avis. Et puis, si tu n'es pas qualifié le premier jour, tu n'avais pas prévu de ressauter le deuxième jour, tu y retournes, hein, de toute façon. Hein. Donc ça, c'est le système actuel. Il faut s'adapter à ça. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai pas le choix, je suis comme tout le monde. Ouais, mais c'est quand même dommage que ce soit les chevaux qui en pâtissent au final. Il n'y a pas d'autre solution. T'as pas d'autre solution. Soit tu as le propriétaire qui pousse et qui dit moi c'est gentil, mais il me coûte tous les mois les pensions, les machins, les trucs, il faut qu'il fasse du concours, et que tu vois des cavaliers qui sont obligés de rouler fort pour aller prendre un billet de 500 euros. C'est comme ça. Je veux dire, quand tu as la chance d'être milliardaire ou d'avoir des propriétaires qui te disent oula, tranquille, hein, on n'est pas pressé, et qui payent ce que ça coûte et on avance. Je te dis que tu respires. Hein. Ouais, tu respires. Surtout quand tu as un vrai cheval entre les jambes. Mais après, tu as là aussi le cavalier qui veut prouver à tout le monde qu'il est bon et que là, pour une fois qu'il a un bon cheval, il dit attendez, vous allez voir quel bois je me chauffe maintenant. Mais sauf que, parce que tu as ça aussi, hein. Tu as des cavaliers qui veulent aller trop vite, hein, parce qu'ils sont tellement en vie, c'est même pas reproche, c'est parce que tu as envie de montrer de quoi tu es capable, tu as envie de dire attendez, là, ça y est, maintenant je l'ai le cheval. J'y vais, feu. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu réfléchis pas comme ça? Peut-être le système, peut-être des propriétaires qui mettent pas la pression, peut-être parce que j'ai une vie qui me permet de dire je vais pas essayer de dévisser la tête à un cheval pour aller prendre des gains. Alors peut-être que je suis passé à côté de certaines choses, mais voilà, c'est un état d'esprit, je pense. Voilà. À tort ou à raison, hein. Je dis pas que j'ai pu passer à côté de pas mal de choses en voulant trop attendre aussi, hein. Attention. Hein. Certains chevaux, j'aurais pas dû attendre, j'ai allé feu. Pour être très franc avec toi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bons chevaux dans ma vie. Et il y en a où je suis passé à côté à cause de ça. Et ça m'a freiné pour les autres. De me dire, merde, fais pas la même chose. T'avais un crack, tu l'avais, et puis tu l'as cramé. D'une manière ou d'une autre. Hein. Cramer, c'est un grand mot, mais ça veut tout dire et rien dire. Mais tu vois, de me dire, merde, t'en avais un, puis t'as fait le parcours de trop, puis... Et ça, je l'ai regretté. C'est des choses que j'ai regrettées avec certains chevaux. J'aurais dû dire non. Lesquels, par exemple? Je te dirais, comme ça, qui me vient tout de suite à l'idée, Diane du Landais. Elle était hors norme, cette jument-là. Et je me suis balancé Grand Prix Coupe du Monde à Bercy avec, alors que j'aurais pas dû. Voilà. Des parcours que j'ai regrettés. La jument, elle volait. C'est une craque.
Mais il fallait attendre encore un petit peu. Elle était trop fragile, trop sensible. Et puis tu sais, les chevaux précoces, c'est les plus dangereux. Le coult, c'est un précoce. C'est des surdoués. Parce que tout a l'air simple. Mais tu donnes à un mec, il prend le camion demain, il part faire un 5 étoiles demain matin. Si tu veux, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il est prêt mentalement à le faire et tout? Je ne suis pas 100% sûr, si tu veux. Les surdoués, c'est comme les gens. Hein. Si tu vas vite, dans le sport, encore plus dans le sport, pour moi. On en a vu plein. Un cheval comme le coultre, il est tellement impressionnant, doué, surdoué, comme tu dis. C'est forcément un cheval qui attire la convoitise. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un cheval qu'on te réclame fréquemment? Est-ce que c'est un cheval qui est vendu? Est-ce que toi, tu fais tout pour le garder pour Paris? Non, parce que j'ai la chance d'avoir un propriétaire qui s'appelle Christian Baillet, que plus ils sont bons, moins ils sont à vendre. Donc de toute façon, c'est très simple. En 35 ans qu'on travaille ensemble, c'est très simple. Moi, je lui transmets à chaque fois qu'il y a des offres ou des gens qui veulent acheter le cheval, je transmets parce que c'est la moindre des choses, qu'ils soient déjà au courant. Et puis je pense que quelque part, ça lui fait plaisir qu'on lui demande son cheval. Et quand on a un, quand on ne le demande jamais, c'est là qu'il faut t'inquiéter, même si tu ne veux pas le vendre. Moi, je le dis tout le temps, le Gilles Baromètre, il est à la sortie de la piste. Même s'il n'est pas à vendre, quand on te demande si ton cheval est à vendre, c'est que tu fais du bon boulot et c'est qu'il est bien. Quand on a un, tu te dis, putain, j'en ai un super, et qu'il n'y a jamais personne qui te le demande. Tu te dis là, il y a quand même je dois passer à côté de quelque chose. Parce que peut-être que ce que je sens n'est pas ce qu'on voit. Ça arrive, hein. Ça arrive. Donc pour moi, le baromètre, c'est ça. Et le coult, il y a eu des très très grosses offres à 8 ans. Et puis je pense qu'au fur et à mesure, les gens savent autant que Scott Brash ou Ben Maher, ou les gens qui ont les gros, ou même à l'époque de Madame Perrompette ou Geneviève Maigret, fidèle, ouais. Si tu veux, ça ne change pas leur vie demain matin aussi. Parce que ça, c'est quand même un luxe de pouvoir garder un cheval comme ça, parce que voilà, on parle toujours de sommes. Voilà. Après, entre ce qu'on t'offre, que le gars l'essaye, qu'il passe la visite et qu'on te fasse le chèque, il y a quand même un petit moment en général. Ça va pas aussi vite que ce qu'on pense. Voilà. Donc Christian Baillet, je pense que les gens au bout d'un moment savent que quand un cheval a Christian Baillet et qu'il est bon, il n'est pas à vendre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je pense. Moi, je vais pas aller demander à Scott Brash ou Ben Maher si ses chevaux sont à vendre. Je pense que les autres non plus. Parce qu'on sait qu'ils appartiennent à des propriétaires voilà, qui ils seraient plutôt en acheter un autre. Voilà. Quand on a la chance d'avoir des gens comme ça dans nos écuries et fidèles, bon, voilà, maintenant, j'ai le même pas fidèle aux écuries, je m'inquiéterais un peu. Voilà, je me dirais, oh là là, si je suis pas à la hauteur, il va le confier à quelqu'un d'autre. Ce qui arrive, hein. Ce qui arrive. Donc voilà. Moi, si tu veux, l'avantage que j'ai avec Christian, et comme beaucoup, c'est que moi, je les trouve jeunes et je les fabrique. C'est plus délicat quand tu fais acheter un cheval très cher. Si ça va pas, c'est là en général que la solution va vite sur un autre cavalier. Parce que de toute façon, le revendre le prix que tu l'as acheté, c'est plus possible. Surtout s'il va pas bien. Et que c'est là où ça devient plus délicat. Quand tu fais acheter un cheval très cher et qu'il va pas, ou en tout cas c'est pas dans les espérances du propriétaire, c'est là où ça va. Moi, si tu veux, avec Christian Baillet, vu qu'on les achète jeunes, on n'est pas dans des sommes extravagantes, si tu veux. Même si déjà, les jeunes chevaux maintenant coûtent déjà très cher. Ouais, mais si tu veux, ils rentrent dans le système. Moi, pratiquement tous les jeunes chevaux que j'ai achetés, on m'a demandé la semaine d'après ou le mois d'après s'ils étaient à vendre tout de suite. Si tu veux, au bout d'un mois. Parce que ça, c'est recherché, si tu veux. Et comme on rentre non plus pas dans des sommes de fous. Voilà. Et surtout qu'en France, on a un pays d'élevage et tu peux en acheter encore sans mettre des sommes astronomiques. Donc voilà, si tu veux, non, ça, je pense que c'est plus délicat quand tu fais acheter un cheval très très cher. Bon, parce que tous les cavaliers font forcément des plans de carrière, en tout cas se fixent des paliers, des objectifs. Toi, dans l'idéal, comment tu vois les 3 prochaines années avec ces 2 chevaux, le Coultre et Nightlight? Moi, je les vois simplement, je continue mon chemin comme d'habitude, je change rien. Moi, j'ai ma méthode, j'ai mon système. Il plaît ou il plaît pas, je m'en fous. Je veux dire, franchement, aujourd'hui, ce que pensent les gens, je m'en fous contre fou. Maintenant, si tu veux, je suis dans un âge bien avancé, j'ai touché le plafond, j'ai eu ma médaille. J'ai été chercher ce que je rêvais. Donc aujourd'hui, c'est tout bénef, si tu veux, pour moi. Après, mais tu irais bien chercher une deuxième quand même. Ah, mais évidemment. Mais sinon, j'arrête. Non, mais de toute façon, si j'ai pas au fond de moi, si tu veux, ce truc de dire, putain, je peux peut-être faire encore un truc qui peut m'éclater, et Christian Baillet avec, et un autre propriétaire éventuellement aussi avec moi, parce qu'il n'y a pas que Christian Baillet non plus. Et j'ai d'autres propriétaires, et puis demain, quelqu'un peut me dire, Monsieur Rosier, voilà, j'ai un super cheval, je vous le confie. Moi, je suis preneur. Il n'y a pas de souci comme tous les cavaliers français. J'ai pas de problème avec ça. C'est ce qui est arrivé avec Nightlight. Et puis voilà. Mais
Je me dis, tiens, voilà, ça peut le faire encore. Voilà. Alors maintenant, aller battre Julien Paillard, même pas je me lève la nuit, j'en rêve la nuit, ça fait pas partie de mes rêves. Il y a un moment, il faut être conscient de ce qu'on est capable de faire. Voilà, c'est tout. Moi aujourd'hui, aller très très vite, si tu veux, et faire des barrages de fou, je pense que... Ouais, vitesse ou Grand Prix, tu vas préférer le Grand Prix? La vitesse, je vais essayer d'aller au plus vite que je peux, hein, de toute façon. Mais c'est normal. Mais Ludger va moins vite qu'avant. Je me compare pas à Ludger qui a le même âge que moi. Enfin, je veux dire, quand tu passes la cinquantaine, tu vas moins vite que quand t'as 30 ans. Hein, je veux dire, j'avais un interview de Skelton il n'y a pas si longtemps que ça avant Rio. Il disait plus tu vieillis et plus il faut des bons chevaux, de toute façon. Et quand c'est Skelton qui le dit, tu te dis bon, voilà. Et Ludger te dira la même chose. Et Ludger, j'avais entendu aussi une interview qui était intéressante parce que moi, ça me parle, si tu veux, aujourd'hui, avec mon âge avancé. Ludger dit, moi, battre Kevin et battre Steve Gerda, c'est compliqué. Et je te parle de ça il y a à peu près 1 an, 2 ans. J'ai des bons chevaux, j'ai des bons propriétaires, parce qu'il a quand même tout ce qu'il faut pour le faire. Et il dit, par contre, si je suis en forme, j'ai un bon cheval, je peux les choper encore de temps en temps. Il dit. Voilà. Et j'ai trouvé que c'est ça. Être comme eux dans les 10 top mondiaux, aller en concours tous les week-ends et faire... Il est comme moi, il est usé de ça. Chaque chose en son temps. Maintenant, avoir un Lecoultre et te dire tiens, je peux aller en équipe de France, aller faire les championnats d'Europe, éventuellement les Jeux, éventuellement aller faire une belle Coupe des Nations ou gagner un Grand Prix de CSIO ou un machin. Ouais. Qu'est-ce qui fait, selon toi, peut-être pour conclure, que tu as toujours cette envie? Toi, tu montes depuis que tu as, je sais pas, 4 ans, 5 ans sans doute? Oui, depuis toujours. Voilà, depuis toujours. Qu'est-ce qui continue de t'animer, en fait, de faire que tu te lèves tous les matins pour être dans ta carrière, monter à cheval Je te dirais, 1, parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que c'est une question d'éducation, tout ça. 2, parce que j'ai faim. Il faut avoir faim. Et je le dis tout le temps. Et je vois beaucoup de gamins, ils n'ont pas faim. C'est toujours la faute du cheval, le machin. Et dans le sport, si tu n'as pas faim, il faut arrêter vite. Et si tu veux, je te dirais ça comme ça. C'est une question d'éducation. On est tous comme ça dans la famille. Si tu veux, Thierry est comme ça, Gilles est comme ça. Mon père, il a 85 ans et il a encore faim. Je suis désolé, mais il n'est pas à la retraite. Je l'ai vu en photo et il est là, à Oliva il y a quelques jours. Voilà, non, mais tu vois, je veux dire que tu es 20 ans ou 85 ans, mon père, si tu as faim, ça va. Moi, c'est voilà, faut avoir faim. Faut avoir faim un moment ou un autre. C'est pas plus compliqué que ça, je crois. Maintenant, après avoir la chance, comme on a nous, on a des belles écuries, on a des belles installations, il y a un système qui marche. Ici, voilà, tant que ça marche, puis peut-être un jour ça s'écroulera, je sais pas, on verra bien. Mais aujourd'hui, le système marche. Je pense que chez Bosti, c'est pareil. Bosti, il a faim. Voilà. Toujours, ouais. Mais moi, c'est ce que je vois quand je vois Bosti. C'est pas... Moi, je l'admire parce qu'on a pratiquement le même âge et il a faim. Voilà. Et puis pour donner l'exemple de Bosti, il était encore ce week-end, lui qui traverse le monde avec ses chevaux, il était ce week-end à Liverdy avec des jeunes chevaux. J'étais aussi, j'ai vu. Donc voilà, c'est bien que quand tu vas à Liverdy un dimanche, c'est que à votre niveau, c'est que vous avez encore cette flamme et cette passion. On est encore en train d'aller acheter des 3 ans, si tu veux, des 4 ans. Et je suis sûr d'une chose, c'est que c'est pas moi qui vais les monter. Je suis sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai acheté un 3 ans, un 4 ans. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est pas moi qui vais le monter en Grand Prix. Hein. J'admire ce que fait Michel Robert, mais jamais je ferai ça. Jamais. J'admire. 70 ans, faire ce qu'il fait, encore 2e du Grand Prix d'Oliva. J'admire. Mais c'est pas du tout mon truc, si tu veux. Moi, ça s'arrêtera du jour au lendemain. Comme ça, parce que j'aurais plus envie. Et monter à cheval la semaine et m'amuser, oui, évidemment. Ne plus monter, ça va être compliqué, si tu veux, parce que physiquement ça va, parce que voilà, après un moment ou un autre, soit c'est ton physique qui t'arrête. C'est pas le cas, c'est assez simple. Tant que j'ai faim, tant que j'ai envie d'aller chercher quelque chose, voilà, et puis les chevaux avec, hein, parce que si j'ai pas de chevaux, je vais arrêter. On espère en tout cas que tu auras encore faim avec le Coultre ou Nightlight jusqu'à Paris 2024. J'espère, franchement, au fond de moi-même, j'espère aussi. Et si à un moment je pense que c'est pas possible, ça sera stop. Et l'idée, en tout cas, c'est de continuer à... Si tu veux, moi je le dis depuis très longtemps, c'est que je suis sûr d'une chose, c'est que le jour où j'arrêterai, je mettrai tout ça au service d'un autre. Ça sera pas en fermant la porte, j'arrête et machin. Comment l'articuler, j'en sais rien, mais j'irai chercher un cavalier, si tu veux, qui n'a pas la chance d'avoir tout ce que j'ai, qui a faim, si tu veux, et que je lui dirai, voilà, t'as une écurie, il y a des chevaux, toi tu montes, et moi je m'occuperai du reste. Ça je sais faire, si tu veux. Trouver les chevaux, avoir le coup d'œil pour trouver les chevaux, trouver des investisseurs, faire des programmes de concours, voilà. Ça, je sais que c'est pas mégalo de dire ça, c'est pas... Je sais que je sais le faire.
en toute simplicité et en toute honnêteté. Ça, je sais faire. Et moi, ce que je dis toujours aux gens, fais ce que tu sais faire. Le reste, quand des fois on me demande des choses, je dis non, ça, j'ai jamais fait, je veux pas faire, je sais pas faire. Il faut accepter de dire ça et de dire ça, je sais pas faire dans ce sport. Mais je suis sûr de ça. Je suis sûr que quand je serai à pied, c'est pas de donner des stages, c'est pas. Je veux essayer de faire ça. Ce sera la deuxième étape de ma vie. La première, c'est ma carrière personnelle. La deuxième, ça sera je pense qu'il y a du business à faire, il y a beaucoup d'argent à gagner, parce qu'il faut parler argent, il faut parler business, c'est pas pour faire joli. Je suis sûr qu'avec un bon pilote, avec ce que j'ai ici, mon expérience, et peut-être même 2, et peut-être même 3, parce que je vais pas me prendre pour Ludger Beerbaum, machin, mais je pense que je peux le faire. Avec toute l'expérience que j'ai, le nom que j'ai, mon CV, faire du commerce de chevaux et emmener des chevaux comme Stefex fait aujourd'hui, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Parce que ça, c'est un peu ce que j'ai en tête. Parce qu'à un moment, il faut toujours projeter. On a le problème de ce sport, c'est qu'on vit tous au jour le jour, plus ou moins. Et ça dépend des gens, des propriétaires, des mécènes et des chevaux que tu as. Notre vie, elle dépend que de ça. Elle ne dépend pas d'autre chose. Je parle d'à mon niveau. Hein. À partir du moment où on n'a plus rien à Pénélope, Kevin, moi, Bosti, on n'a rien à prouver. Après, il faut trouver un système pour continuer à faire quelque chose, mettre notre savoir-faire au service des autres et gagner notre vie autour de ça. Finalement, un peu comme un bon joueur de foot à la retraite. Ouais, mais comme Ludger Beerbaum, comme Jan Tops, moi je te parle moi c'est mes exemples. Après, essayer d'arriver à faire comme eux, j'en sais rien, mais c'est mes exemples. Mes exemples, c'est ces cavaliers-là qui descendent de cheval et derrière qui font avancer la filière d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils font avancer la filière en organisant des ventes, des concours, faire monter des cavaliers haut niveau que tu connais pas, qui arrivent, tu sais pas d'où ils arrivent ces cavaliers-là. Daniel Dosseur, moi j'avais jamais vu de ma vie, il est arrivé chez Top, c'est qui celui-là, la cavalière allemande, tu me demandes le nom, je sais même pas son nom, qui vient d'arriver chez Stefex. La fille, elle envoie du pâté, hein. J'ai jamais vu moi. La fille, elle arrive, elle débarque de là, elle doit avoir 25 ans, et tu te dis waouh, c'est qui ça? Et qui est là, et qu'on lui met les chevaux de Grand Prix, elle dit vas-y, toi tu t'occupes de rien, tu montes, et tu vas à la remise des prix, le reste c'est notre boulot. Ben, c'est ça, hein. C'est ça. Et je parlais avec Stéphane Conter, j'ai dit mais d'où tu les sors tous tes chevaux là? Parce que ça m'intéresse à moi. D'où ils sortent tous les chevaux là? C'est pas Bill Gates, Stefex, hein. J'ai dit d'où ils sortent? Il me dit c'est simple, on a un budget à l'année, on achète des jeunes chevaux. D'achat, oui. Achat de jeunes chevaux. Et on les prépare. Et à 8 ans, 9 ans, ils rentrent dans le système de Husser, Lorenzo à l'époque et compagnie, machin. Et c'est comme ça qu'on voit d'ailleurs Daniel Dosseur avec des nouveaux chevaux de Grand Prix sortir de nulle part du jour au lendemain. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, quand tu es cavalier de haut niveau et que tu n'as pas ce système jeunes chevaux derrière, ce qui est le cas, pas mal de cavaliers français, si tu veux, qu'après tu es obligé d'aller chercher des chevaux vite, parce que là aujourd'hui c'est le cas, hein. Tout le monde est à la course à chercher des chevaux, hein. Mais pas pour les acheter, on n'a pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui, acheter un cheval, si tu veux, pour aller dire je vais aller au championnat d'Europe dans 2 ans, ou éventuellement au championnat du monde l'année prochaine, et que tu t'appelles Kevin, Pénélope, ou même Philippe Rosier, eh ben, là, je te dis qu'il faut plusieurs millions, si tu veux, aujourd'hui, pour t'aligner sur les autres. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, on les a pas. Aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on a un pays d'élevage, et qu'il y a des choix à droite à gauche en France qui tournent dans les nationaux. Et c'est ce que je vois, ce que fait Kevin aujourd'hui, hein. Il cherche des chevaux partout, il les rentre, il essaye, il regarde, ça va pas, pour essayer de se maintenir dans le top 10. Et il n'a pas vraiment un cheval aujourd'hui comme Silvana et comme son cheval des Jeux Olympiques de Rio. Voilà, mais il est comme tout le monde, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et Pénélope aussi, et Bosti aussi. Et aujourd'hui, t'as pas le choix. Heureusement, on a un pays d'élevage. On serait en Espagne, en Italie, ça serait plus compliqué. Mais aujourd'hui, si t'as pas le système... Moi, je pense que si t'as pas un système jeunes chevaux, et si t'as pas un gros mécène dans tes écuries, c'est très, très compliqué. Merci beaucoup, Philippe, voilà. Pour cet échange. Et on espère que la route sera belle avec tes jeunes chevaux. On continue notre route, la même. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur tous nos relais d'écoute, Spotify, Deezer, Instagram, etc. À bientôt.